disons, nous voici, le voilà, nous voici, le voilà, le voilà. Me voici dans cet enregistrement-ci, en ce moment même, dans ce lieu de retrait même, avec une ouverture vers l'horizon. Soit que l'horizon se rétrécit, soit que ça rallonge vers l'infini. Nous nous promenons, ou que nous soyons en quête de l'infini, ne serait-ce qu'en rendre compte dans chaque pas, soit que les pérégrinations se soient faites et que l'homme passe et le juif erre, en référence à une image du juif errant. Soit que le frayage est complet, le temps venu pour le balayage. La question du fond, approfondissement, plongeur de Delphi et tout le reste. Pour en finir, pour comment recommencer. Je me disais, voilà, Maurice Merleau-Ponty, son concept célèbre chiasme, ou le chiasmatique pourrait être une réponse, c'est une question, à nos questionnements traditionnels, retournement des contraires, vu du côté de l'opposition, y compris qu'il y a de thésis de positionnement bien différents, différences maintenues, et il y a des contraires, ou bien on le suppose comme opposition. Sans contradiction, et nous arriverons facilement, peut-être, à l'affairement du monde, à l'affairement humain, humainement humain, le monde humainement humain. Supposons quoi? L'autre côté des choses, unité de contraire, voilà. Et non pas retournement de contraire l'un à l'autre, mais ce qui ne sera pas contradictoire avec l'autre concept de l'unité de contraire. Comment peut-on être sûr de l'unité des oppositions? Nous sommes dans l'âge non pas de pacifique de questionnement hegelien, unité de contraire, retournement de contraire. Maintenant, le concept est oublié par moi. Le chiasme, c'est difficile, compliqué de concevoir autrement. Unité de contraire et, sans parler de retournement de contraire l'un à l'autre, le présupposé et montrer exhibé, si c'est possible, en langue philosophique sur le concept de chiasme. Effectivement, d'abord, Merleau-Ponty a travaillé le chiasme entre le corps et l'esprit, et à proprement parler de la chair
chair, donc du vivant, finalement, vivant, à la lignée aristotélicienne, ça veut dire l'âme animale et l'âme humaine, ce qu'on entend de ratio ou de psyché, de l'esprit. C'est très bien. Donc, chiasme, le lieu, le nœud. Voilà, le lieu et le nœud du chiasme, ce sera d'abord le vivant, donc mondain, dans la mondanité du monde. Moi, très très intéressant. Autrement penser, d'abord l'apparition de l'humain, mais avant tout l'apparition des êtres mobiles, je dirais, donc qui sont capables d'une certaine mobilité, kinésis, qui s'orientent entre guillemets dans une intersubjectivité, dans une multiplicité qui sont passagèrement en paste. Et à partir de... Voilà, nous sommes encore... nous sommes dans les idées psychologiques, mais sans parler de l'immortalité de l'âme. Problème résolu que l'âme est toujours vivante, c'est pas immortel. L'immortel, c'est autre chose, mais vu du côté des idées cosmologiques, alors commencement de mondanité du monde et la fin de cette mondanité, est-ce que le cosmos en tant que tel, c'est-à-dire là où il y a des forces en quantité entre guillemets sensible par qualité, donc par l'un par rapport à l'autre, les forces, pour parler d'une force au-delà du monde, donc dans le cosmos, je dirais, en parlant, en envisageant une certaine astronomie, disons, des grandeurs extrêmes, presque absolues, dont nous n'aurons que des effets minimes, négligeables, mais presque par approximation on peut réduire à zéro, d'où vient à ma connaissance théorie d'inertie newtonien en ce qui concerne le mouvement. Donc sous-lunaire entre guillemets. Alors, est-ce que les forces cosmiques, puisque nous venons de vivre une grande secousse, un tremblement de terre qui m'a forcé à faire une trêve de plaisanterie, des enregistrements, un certain repos pour nous de l'esprit. Est-ce que ces forces cosmiques auront un certain effet sur nous, sur notre globe terrestre et dans ce que nous appelons, nous comprenons sous le terme de retournement de contraire ou unité de contraire, dont le terme serait des forces, différence des forces. Donc, le concept de différence maintenu maintenant en son activité, en son
tous les mots sont risqués là, dans son effectuation, qui est compris par Kant sous le titre sublime mathématique, là où il n'y a pas de force absolue ou de quantité absolue, mais tout est comparable, comparatif, quoi. Donc l'un pour l'autre, qu'il y a des forces. Donc ma question sera mondanité de notre monde soit supprimée d'une manière ou une autre par quelques hypothèses eschatologiques, y compris apocalyptiques, y compris une certaine vision scientifique de la fin du monde en tant que globe qui tournera autour du Soleil, etc. Et l'extension, comprenant le Soleil, même y compris le Soleil. Donc cette disparition aura un certain effet sur le reste du cosmos. C'est à peu près ma question. C'est-à-dire que le cosmos, pour ne pas dire le Dieu, pour ne pas entrer dans les idées théologiques, aura quelques souciance ou insouciance par rapport à notre existence. C'est ça le problème. Disons existentiel, métaphysique. Est-ce que nous sommes au-dessus, justement, du cosmos? Nous, les êtres en tant qu'ils se considèrent plus ou moins privilégiés par cette donation de mens que j'appelais l'autre fois comme l'équivalent du cap, la tête capitale, le centre finalement, d'où notre les idées anthropomorphiques, anthropocentriques, pourquoi pas anthropo au sens humain, pourquoi pas au sens d'abord dans le moment de ces révélations, on t'oppose au sens de mal. En déduire jusqu'à phallocentricisme, oui, c'est une modélisation intéressante dans le champ culturel. Mais chiasme, justement, met en question la différence des sexes, y compris, mais peut en passer, je dirais, loyalement, mais la différence maintenue, bien sûr, pour qu'il y ait une existence du vivant tel que nous connaissons, subir aux lois de génération et de corruption, il devrait y avoir une différence de sexe ou une autre façon de, je dirais, besoin-compte, mais pour parler correctement, une succession de générations on comprend la mort, une certaine temporalisation, rupture, discontinuité, continuité. C'est ça, là, où il faut penser retournement de contraire et unité de contraire, justement, dans la mortalité et dans les champs d'existence mondaine, là où chiasme aura une certaine force de modélisation
plus ou moins raffiné et à développer. C'est ça que je voulais dire par rapport au concept de chiasme que j'ai quand même un peu traité. D'abord, ne serait-ce que par le concept de qui, ou bien l'être qui en grec qui aura donné, ou en arabe shay, en allemand Sache, en français chose, j'y retournerai pas tout de suite, mais j'ajouterais que le concept de chiasme, donc de Merleau-Ponty et de la phénoménologie dite française, aura une certaine, peut-être, supériorité par rapport au concept heideggerien de Das Gewicht 4. Le 4, imbriqué mortel, immortel, Dieu humain, disons. Ce concept 4 heideggerien comprend et décrit bien l'implication des soi-disant des contraires. Par exemple, mortel, immortel. On est toujours dans la logique d'unité de contraire, y compris quand dichotomie entre Dieu et l'homme, n'est-ce pas, qui essaie de se résoudre, je dirais, à la grecque, sur le concept de construction du temple, dans le supplément écrit à cette grande article par Heidegger. L'origine de l'œuvre d'art est là où la question, je dirais, destinée du risque, du trait, trace, pour dissoudre, voilà, très schématiquement exposé, des concepts hegeliens qui viendra de Héraclite, unité de contraire et retournement de contraire, sous une modélisation de chiasme dont Heidegger rend compte sur le concept, non pas concept, mais dans une sorte d'écriture en sigle du mot ou du concept de l'être. Sous quoi? C'est ça, Gewicht qui intervient dans notre quoi, d'abord je ne peux pas dire liturgie, mais l'ontologie, si ça existe, une certaine anthropologie, disons, chrétienne, sur le concept de quoi, alors qu'il s'agit simplement de biffer un mot avec quoi, voilà, avec n'importe quoi. Let biffer, erase, en anglais erasure, raturer, en français, lettre raturée, raturer. Cette fois-ci, Lacan qui continue dans le chemin, disons, de Heidegger dans la méthodologie, ne serait-ce que est-ce raturer le sujet chercher le sujet au sens sujet transcendantal, l'excellence raturée, voilà, figurée tel qu'il est dans son absence et dans ses opérations, dans son effectivité là, où est question d'ailleurs l'effectivité, c'est-à-dire comment fonctionne, comment ça marche, malgré la grandeur magnitude absolue, ne serait-ce que encore
valable par rapport à une autre quantité, donc toujours comparative, grandeur comparative, alors que nous déclinons, c'est-à-dire nous jouons un jeu tel qu'il nous a apparu et tel que nous faisons partie de ce jeu. C'est ça. Dans mon discours, en tout cas, le chiasme d'abord sera en effectivité. Sans oublier, bien sûr, bien que tous ces préliminaires propédeutiques soient très schématiques, renvoyant à des contes philosophes et des écrits et des textes, véritable chiasme, c'est-à-dire comment on décrit, comment on en parlait, c'est encore la question de la littérature, lettre. Disons, pour ne pas citer le nom d'un genre comme roman, ni la poésie, alors que chiasme, sous la forme d'une lettre Z, puérilement ou intelligemment, était en cours dans ma poésie. Disons pour simplifier, soit dans le livre du soir ou dans le chant de Byzance des années parisiens, donc les années disons, bon, 80 ou 90 Z. Là où il s'agissait d'une audition interminable des exercices sonores de Scolo Cantorum, là où je m'hébergeais, qu'on peut appeler le séjour. Corno Tarubea Cecilia, c'est ça, l'un des vers que je me souviens de cette poésie qui traversait de part en part dans une seule page par la lettre Z. C'est un chiasme énorme, pour ne pas dire carré structuraliste. Alors, penser deux choses en même temps, ou bien les penser successivement, quelle est la différence? J'espère bien que je vais m'expliquer. Tout d'abord, je pensais moi-même, comme souhait, veut, pouvoir parler tout d'un coup dans une langue qui m'est inconnue et dans laquelle je serai à l'aise et, bien sûr, je serai un usager, entre autres, donc un interprète. Personne ne possède une langue. Je me disais que je parlerais à ma façon, c'est-à-dire tel que je parle actuellement en français, et je l'interpréterai, cette langue, qui m'est inconnue. Il y en a plusieurs. Et tout à coup, enfin, je me suis réalisé que je suis en train de parler dans une langue qui m'était inconnue, mais il s'agit d'une langue étrangère. Pour moi, le français, je suis à peu près à l'aise et j'interprète cette langue à ma façon. Donc, c'est un vœu déjà réalisé. Ça, c'était un premier point. Je me demande s'il s'agit
d'une aporie, pas encore, du près, déjà quoi, une impression d'organes fantômes, etc. On va voir. Ce qui nous manque, c'est comment nous formulons nos vœux, qui sont la plupart du temps déjà réalisés. Deuxième point, concernant une certaine érudition concernant, disons, la philosophie, fameuse aporie touchant la connaissance épistémique, comment pouvons-nous savoir les choses inconnues? Nous sommes dans un plan d'immanence, y compris dans la cogitation, et ce que nous savons, ce que nous pouvons espérer plus de savoir, en tant qu'inconnu, pour nous, c'est toujours ressourcé ou bien fondé sur ce qui est déjà connu, su. Vous voyez, à peu près, selon mon interprétation, paradoxe de Ménon, de Platon, et tout à coup j'ai réalisé que la question de réitération, ou bien la différence qui arrive avec la répétition, ou bien une différence qui nécessite une certaine répétition, et la question de l'itérabilité que j'ai tant discouru selon mes interprétations à partir de chaque Derrida, tout à coup je me suis réalisé que, ne serait-ce que sur ce point, donc qui touche le fond du plan d'immanence, c'est-à-dire de notre finitude, les conditions de notre finitude, la philosophie derridienne, sur ce point, était une réponse médiatisée, détournée ou directe, il faut le voir, à cette aporie de Ménon, intitulé Ménon de Platon. Déjà donc quelque chose qui est lancé dans l'aube de la philosophie, qui a trouvé une certaine solution, non pas tout d'un coup dans l'esprit de Derrida, bien sûr dans son esprit, mais après tant de, disons, avatars, concernant le tournage langagière dans la philosophie, les découvertes linguistiques, double articulation, y compris l'usage mention et quoi d'autre, toute la philosophie saussurienne, structuralisme, post-structuralisme, y compris. Donc, son culture philosophique lui a permis à reformuler la question aporétique, donc socratique, avec ces termes, disons, techniques de la philosophie moderne. C'est ça que je me suis réalisé que comment parler des choses nouvelles. Tout d'abord, première question qui m'est arrivée, c'était une question qui sera orientée à moi, qui me demanderait que voudriez-vous faire dans la philosophie que vous n'avez pas encore fait. Ça, j'avais préparé une réponse en disant que ça,
je ne peux pas répondre à cela parce que si j'étais au sud de la chose, donc de l'inconnu pour moi, l'énigme philosophique, qui en a beaucoup, mais si je savais la réponse de cette question, c'est-à-dire ce que je voudrais faire, qu'on n'est pas encore fait, ou moi-même je n'ai pas encore fait, vu mon âge, ça existe bien sûr, mais je préfère de ne pas pouvoir répondre à cette question. Si j'entamerais une réponse, ce serait un peu de cette façon-ci que vous êtes en train d'entendre. C'est-à-dire que s'il y avait déjà une question dans mon esprit que je n'ai pas encore traitée, soit je suis toujours un apprenti en philosophie, soit que j'ai le retard, j'ai un calendrier, j'ai un emploi du temps, etc. Soit que je suis complètement à l'insu, donc c'est pas un problème pour moi. Donc l'inconnu qui connote avec le concept, la chose, disons, même de la différence. L'inconnu, la différence, ce qui fera la différence, ne serait-ce que sous la forme apolitique, qui aura une certaine pérennité, c'est-à-dire qui va attirer les gens pour trouver des solutions, ne serait-ce que pour s'exercer dans la philosophie, c'est ça, un peu. Mon allure de parler, non pas dans cette langue-ci, mais dans une autre langue, et en être l'interprète, c'est ça qui me donne cette idée qu'il y aurait des questions philosophiques à proprement parler, donc sous ce titre, et qui ne sont peut-être au fond pas philosophiques, mais qui sont devenus sous ce titre de philosophique avec des terminologies épocales que nous appelons, disons-le tranquillement, philosophia perennis, c'est-à-dire la pérennité des questions. On ne va pas dire voyez, pérennité veut dire les questions philosophiques, s'ils sont vraiment philosophiques, auront une pérennité qui connote bien sûr l'éternité, qui n'a pas la même chose. Alors, pérennité ici voudra dire plutôt de longue durée et de répétition, de relancement de questions au su ou à l'insu, ce qui est important. J'ai tant de fois constaté que j'ai une mémoire, disons, faible, mais par rapport à, dans la mesure, selon le critère de celui ou celle qui écrit. Tout ce qui écrit, les écrivains auront une certaine mémoire courte par rapport à ce qu'ils ont écrit. Moi, j'ai constaté cela, y compris mes films, que j'avais traité les questions que j'avais envie de traiter beaucoup plus avant que j'étais en train de traiter.
C'est plusieurs exemples on peut montrer, mais quand même dans les mois derniers, bien sûr, comme vous pouvez constater, j'avais fait une certaine constatation que comme un revenant, disons, en ce qui concerne mes convalescences, qui touche la mémoire peut-être superficielle, mais qui ne touche pas le fond. Pour dire clairement que ce traitement radical que j'ai reçu, que je craignais qui va toucher toute mon mémoire ou l'esprit, ce qui en reste, mais ce qui est apparemment arrivé, ça touche un peu la mémoire superficielle, disons, mémoire courte, mais non plus mémoire de longue durée. Donc, mon pérennité à moi, en ce qui concerne ma fiction philosophique, auto-thanato-philosophique et biographique. Forcément, peut être l'exemplaire, un cas de figure entre les autres pour examiner ceci. Donc les années Zozo que j'appelais 2020 entre cette année de 2024, là il y a un retour intense, ne serait-ce que des films, des questionnements. Et j'ai constaté que, par exemple, pour donner un exemple, dans la vidéo que j'avais publiée 2020, qui s'intitule La pensée du dehors, effectivement une pensée profonde qui m'intéresse, mais j'avais traité dans ce film effectivement 4 das Gehirns était cité, nommé, et non pas cette fois-ci heideggerien, mais foucaultien, pour ne pas dire carré structuraliste, et qui concerne, selon mon interprétation bien sûr, non pas, il ne s'agit pas de traiter même du structuralisme, mais il s'agissait de Foucault et 4 dehors. Mage était cité là, que j'avais eu la connaissance quand même, pour dire à peu près exactement, dans l'année 1982. Il faut citer quand même la revue Temps, T-A-N, qui avait fait un numéro spécial de Foucault, justement avec certains extraits traduits des articles introductifs concernant ce sujet. Je cite donc 4. Le poète, bien l'écrivain, qui constituera le dehors. En ce qui concerne la pensée. Deuxièmement, le fou, figure de fou, analysée par Foucault. Troisièmement, délinquant, j'explicite un peu, à partir de Hegel, ce qui aura transgressé la loi d'une manière singulière et ce qui transgresserait d'une manière universelle et dont l'acte valerait la révolution. Et quatrièmement,
c'était quoi? Le pervers que je mis. C'est ça, un peu pérennité de question. Autrement dit, les parages desquels nous divaguons. Les vagues qui divaguent, c'est une partie, soit de Malamé, soit de moi-même. Voilà, pour ce matin. Disons, selon une structure non structurée de base et qui fondera le fond du fondement qui, par ses effets, jouera le rôle de marge qui affectera le centre qui n'a de sens que par ces marges. Donc la question de paration, marge, parage et toute possibilité ouverte de métonomisation, le mot n'existant pas. Pour dire terre à terre, des placements qui comprend bien sûr délocalisation qui joue sur le centre. Le centre, appelons-le pour l'instant le feu, encore on tombe le feu, fever, une certaine mal d'archives, toujours surveillées, gardées, soi-disant, par les médiations, le plus terrestre, terrien qui soit possible, qui serait disponible sous la main. Et ce feu, ce fever, que j'intègre ou j'en déduis de cette phrase Foucauldienne, ce feu, ce stylo, donc l'acte d'écrire devient ce lieu du feu, finalement. C'est une praxis compris tardivement et sous le signe encore de traces, documents, archives, le passé insondable, inextricable, la surface. Et le feu aérien qui est un mélange sûrement de ce qui est liquide, aérien. Voilà l'esprit. Au-delà de ces dénominations, pneumo, respiration, aspiration, le feu, fever, et certains, voilà, relanceurs d'un mouvement. Voilà. Si on cherche le mouvement kinésis au-delà d'une simple animation d'anima, c'est encore autre métonomie de l'âme, de l'esprit psychique, ce qui fait bouger ce feu, s'il était cette fois-ci subsumé par l'acte d'écrire. Bien sûr, impossible de dénier ce mouvement de gorge
glosser, glotter, le gosier, y compris la chanson, bien sûr. D'où vient notre rythme? Le mot est quand même énigmatique. Rythmos, arythmos, arythmos, l'harmonie, disharmonie, accord, désaccord, fugue, une fugue, certaines liaisons, déliaisons. Donc, qui exige, demande, ou bien cherche les règles de liaison qu'on appellerait phrasé, l'acte phrasé. Ça, on a bien compris. Soit en écrit, la main, sous l'ombrage, parapluie, oublié. On s'attend. Manquement au sens tact manqué, ou justement on s'attend, non pas insouciance, mais un excès du souci qui s'accède dans un moment qui n'est pas obligatoire et qu'on se demande encore si c'est de l'ordre de la enquête. On se réfère à ces aveux des écrivains, surtout romanciers, pour dire rien. L'écrivain qui disait le plus souvent, si je n'écrivais pas, ou bien je serais fou, ou bien je serais fini, etc. Là, le rôle de l'écrivain, on était resté dans das Gewicht Foucaultien, les marges. À ce moment, je dirais, méontologique, pour ne pas dire fluide, de l'imagination pour discréditer, car il est l'enjeu du crédit et de discrédit et de visibilité, de lisibilité et enjeu au sens fort de praxis. Ce qui en reste et ce qui en a trouvé meilleure partie. Meilleure partie, c'est le plus bas étage, peut-être, au sens, bien sûr, de chercher la différence, au sens où qui ferait la tonalité qui valerait comme une tonalité fondamentale, alors qui n'est rien du tout, d'où mon expression méontologique, c'est-à-dire soit éphémère, soit vouée à la disparition, disparité et sans encadrement, alors que ça encadre. Donc on parle à la fois de la métonomisation, à la fois l'effet paragonal qui jouera le centre, alors que le centre vide, au sens de signifier vide, signifier transcendantal, soit que ça soit nommé le moi, fragile, vulnérable,
comme une bête battue plutôt, comme un enfant battu, n'est-ce pas? Au rang moyen, Serge Leclerc. Voilà le principe d'individu finalement qu'il faut chercher, au sens où malgré toutes ces divisions qui fait une division au sens de déclinaison qui joue par une trame entre le centre et la marge, c'est le moment de tissage. Je parle de l'écriture ou bien ce qui est contaminé par l'écriture, c'est-à-dire la parole à peu près réfléchie, qu'on peut distinguer comme une topos. Et selon le genre, disons, littéraire, plus ou moins accepté par le code codifiant, légiférant. Un feu qui légifère, un feu qui se consume, un feu qui... Non, un phénomène chimico-physique de bouffée de l'air, de l'oxygène, pour ne pas dire. Vous laissez comme effet à l'atmosphère l'hydrogène. Et ce bouffée d'air qui se consume, j'explicite toujours l'esprit, ce qui en reste. Alors, s'il faut chercher une connotation que je venais de découvrir et j'ai perdu, c'est comme j'ai dit, une bouffée de l'air, mais pourquoi pas bafouer aussi, bafouer, par quelle énigme étymologique qui revendiquera un rien du tout. Alors, pensez du dehors, ce qu'on note avec une certaine de l'anagrammatologie, les Flimen titulaient ainsi, l'insularisation, en connotation avec archipélisation, qui connote bien sûr un espacement, une bouffée d'air, voilà, une bouffée d'air, un espacement, une distanciation, et un droit de bafouer, c'est ça. La transgression aussi. Avec la connotation de marche. Le centre, ne sachant pas trop quoi faire, qui prend des positions par rapport à la résistance à des noyaux qui se normatisent, qu'on peut appeler à peu près principe en centre, et non pas un centre substantiel qui prend ses rêves. C'est ça. À me réentendre, à me réécouter, à m'écouter moi-même, et ça me fait parfois rire, parfois ça me fait réfléchir, tant mieux. Et
Je regrette qu'il n'y a pas un texte au sens fort du terme, au sens fort du terme, un texte pleinement textuel, non pas un document, ni archive, ni monument, mais quelque chose qui se creuse, qui se développe, qui s'encercle comme tout phénomène naturel qui est différent de la nature, mais qui se base de la nature, qui se approfondissent dans sa surface. Et il y a, au bout du compte, il y aura une intertextualité. Ensuite, de la départ. Ceci est bien, et on peut décrire sans loi, parce que le texte, pas de loi, qui fait la loi au sens mineur du terme, et ce texte sera inintelligible. Au départ, avant l'étude, mais qui serait captif, qui appellerait une certaine étude, un certain exercice, ne serait-ce que dans le style. Je ne suis absolument pas rhétoriqueur, alors que j'ai découvert des choses, Bergeste, etc., n'est-ce pas? L'un des vers choisis d'un poème de Divan qui reste immémorial. Alors, ce qu'on appelle le parfait, perfection dans son domaine, bien sûr, et qui devient quelque chose de l'ordre de maxime, et non pas impératif, pas du tout, ni apodictique. C'est une tournure de phrase finalement poétique. Un vers isolé devient Bergeste dans la poésie qu'on appelle divan dans le siècle antérieur. Alors, perfection, moi, perfection dans mes erreurs et dans mon errance, ça ne peut que tomber du ciel, c'est-à-dire ça peut concerner une certaine toucher, dystouchia, malheur, bonheur, de bonheur. On ne peut pas se préparer trop. Tout frayage, quoi que ce soit, de l'ordre des jeux enfantins, ridicules, mais dans l'ordre d'exercice de style de jeunesse, cela veut dire, en fin de compte, c'est rôder, à droite à gauche, siffler, aspirer du temps qu'il fait, sentir la fraîcheur dans ta chair. Et cela ne fait pas du tout la poésie. Cela nous chagrine et cela nous fait rôder. Qui finit par s'encadrer dans un domaine bien
reçu, accepté, autorisé plus ou moins ce qu'on appelle une domaine de recherche. Là, il y a une, disons, pour rester dans nos cercles vicieux, une courbure qui s'est fait, une erreur malentendue ou voilà, un malentendu, un appel, voilà, disons ceci en cadre, un appel malentendu qui fait se dévier, dériver, dérivation, déviation, rôder, pour vous qu'on est radoté ou endetté, ça rôde ce qu'on appelle psyché, c'est-à-dire notre souffle, un souffle au sens de essoufflement au sens de... Voilà, je vais changer de mode et je vais revenir dans des événements nous paraissant terribles, parce que le mot terrible quand même, ça m'est terrible, au sens d'abord d'un vers de Baudelaire, attendez, c'est j'ai senti ma gorge serrée par le terrible d'hystérie. J'ai raccourci un peu le verre. Ça me restait comme une bad geste, par exemple. Ça m'avait resté. J'ai omis à l'instant même. Attendez, je me suis senti ma gorge serrée par les mains terribles de l'hystérie. Le mot terrible qui fait, selon les interprétations que j'ai lues, un certain anagramme très compliqué dans un seul vers. Le mot hystérie j'ai senti hystérie par les mains terribles l'hystérie serrée, hystérie, etc. Je crois que c'est travaillé à partir des travaux de Jan Stravinsky, qui a formalisé les anagrammes latines et qui a donné lieu à des recherches dans la poésie d'abord et puis par extension effectivement à travers quand même l'œuvre de Jean Baudrillard, surtout l'échange symbolique et la mort, a des interprétations qui concerneraient quand même notre propos dans l'essai de compréhension de cette conception désuète
de l'éternel retour, pour ne pas dire le ritournel. Un geste, un morceau choisi finalement, un verre choisi est devenu une pierre précieuse qu'on répète, qu'on apprend par cœur, comme je dirais à partir de Derrida, comme une hérisson. Pourquoi pour lancer des petites flèches pour sa défense. Voilà, on retombe dans la rhétorique et je disais, à conclure, sans pouvoir terminer mon propos, il y aura une certaine résistance qu'on pourrait à la pensée pensante noisios, une certaine rhétorique dans la résistance, donc toujours par rapport à la loi et à l'interdit, une inventivité sans brevet est montée. À l'instant même, au chaud, qui serait, dans les critères d'aujourd'hui, un critère de la vérité. Voilà. C'est ma conclusion qui est interrompue par une marche. Elle est en temps marre de protestes, de boycott. C'était ça à peu près ce que je comprenais. C'est à élargir. Voilà, je répète le titre. Le texte finalement, n'est-ce pas? Le texte est soi-disant inintelligible et capté immédiatement par une appréhension à expliquer et qui demande par une différence de l'heuristique. Là, on dit parfois slogan, parfois baptiste, parfois locution élégante ou je ne sais quoi. Le luxe de l'entendement, sûrement. Le luxe de l'entendement, le luxe, c'est-à-dire ce qui n'a pas une nécessité pratique, mais de l'excès, et qui n'arrive pas à entrer dans le circuit capitalisant, disons. Voilà. Peut-être il faut chercher la trace dans ce côté-là aussi. Je dis de la trace néontologique, bien sûr.